Rebonjour et bienvenue pour la suite de notre exploration. On continue donc, comme promis, notre plongée dans La conscience expliquée de Daniel Dennett. On reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. Exactement. Et rappelons juste l'objectif de Dennett, qui est assez audacieux, hein. Démystifier la conscience, la sortir un peu de ce côté mystérieux, insondable, pour la voir comme un phénomène, naturel, quoi. Un effet émergent, comme il dit, du cerveau. Oui, et aujourd'hui on entre vraiment dans le vif du sujet. On va voir comment Dennett essaie de, comment dire, démonter certaines de nos idées les plus ancrées. L'idée d'un moi central par exemple, ou notre confiance en notre ressenti intérieur. Et puis comment l'esprit fonctionnerait sans ce chef d'orchestre. Alors, commençons par ça, justement. L'absence de centre. C'est une idée forte chez Dennett. Il martèle qu'il n'y a pas de théâtre cartésien dans le cerveau. Pas d'endroit unique où tout arriverait pour être vu par un petit bonhomme intérieur. Il n'y a personne à la maison, pour reprendre son expression. C'est quand même vertigineux ça. Parce qu'on a tellement l'impression d'être quelqu'un aux commandes là-haut. L'idée d'un moi qui serait différent du cerveau, elle est tenace, hein. Ah oui, complètement. Et pour Dennett, ce moi, ce n'est pas une chose réelle, une entité. C'est plutôt un centre de gravité narrative. C'est une image qu'il utilise. Un centre de gravité narratif, c'est-à-dire. Pensez au centre de gravité en physique. C'est un point abstrait, utile pour les calculs, mais ce n'est pas un objet en soi. Le moi, ce serait un peu pareil. Une construction, une histoire qu'on se raconte, qui nous sert de point de référence. Et cette histoire, elle émerge, influencée par l'évolution, bien sûr, mais aussi beaucoup par le langage, la culture, ce qu'il appelle les mèmes. Les mêmes. Oui, Et le fait de se parler à soi-même, cette autostimulation, comme il dit, ça aide à construire, à tisser cette narration du moi. d'accord. Mais alors, si ce moi central est une sorte d'illusion utile, et si on ne peut pas vraiment se fier à ce qu'on ressent, sur quoi on s'appuie pour étudier la conscience? Comment on fait scientifiquement? Mais justement, c'est là qu'il critique l'idée qu'on aurait un accès spécial, infaillible à notre propre monde intérieur. On croit savoir ce qui se passe en nous, mais Dennett montre qu'on se trompe bien plus souvent qu'on ne le pense. Donc son approche, c'est l'hétérophénoménologie. L'hétérophénoménologie. Oula, qu'est-ce que c'est que ça concrètement? Alors, l'idée, c'est de prendre très au sérieux ce que les gens racontent de leur expérience. On collecte leurs témoignages, ce qu'ils disent ressentir, mais, et c'est le point clé, on ne prend pas ça pour argent comptant, comme la vérité absolue sur ce qui se passe dans leur tête. Ah d'accord. On traite ces récits comme des données, des sortes de fictions personnelles, si vous voulez, qu'il faut ensuite expliquer. On essaie de comprendre comment l'activité du cerveau produit ce récit-là. C'est un peu comme un anthropologue qui étudie les mythes d'une tribu. Il les prend au sérieux, mais il ne croit pas littéralement aux dieux. Je vois, c'est une posture prudente en fait. Alors, si on laisse tomber l'idée du centre, du pilote dans l'avion, comment Dennett voit le fonctionnement de l'esprit? C'est quoi son modèle? Il utilise beaucoup la métaphore de l'informatique, celle de la machine virtuelle. L'esprit conscient, ce serait comme un type de logiciel, une machine virtuelle particulière qui tournerait sur le matériel neuronal du cerveau, qui lui est massivement parallèle. Un logiciel? Oui, mais attention, ce n'est pas un logiciel qu'on installe. C'est quelque chose qui émerge grâce à l'énorme plasticité du cerveau et qui se construit petit à petit à travers des myriades de micro-habitudes, d'apprentissage. Et j'imagine que le langage, les mèmes dont on parlait, il joue un rôle pour installer cette machine. Essentiel, absolument essentiel. Le langage et surtout le fait de se parler à soi-même, ça permet de créer des connexions fonctionnelles, des sortes de câbles virtuels entre différentes zones du cerveau qui sinon ne communiqueraient pas aussi bien. D'accord. Et ça permet ce fonctionnement distribué où il n'y a pas une seule version officielle de la réalité ou de nos intentions à un instant T, mais plutôt plein de brouillons, de versions qui coexistent et se mettent à jour. Les expériences de Libet, d'ailleurs, Ah oui, Libet. qui suggèrent que la sensation de décider arrive après le début de l'activité cérébrale qui prépare l'action. Eh bien, ça colle assez bien avec cette idée d'un traitement qui est distribué dans le temps et dans l'espace cérébral. Ça m'amène à une autre question alors. Si tout ça c'est du processus, du traitement d'infos, une machine virtuelle, qu'est-ce qu'on fait de la sensation brute, le vécu subjectif, ce qu'on appelle les qualia, le rouge du rouge, la douleur de la douleur? Est-ce que pour Dennett c'est juste des effets secondaires sans importance, sans pouvoir causal? C'est un point super important. Et Dennett se bat vraiment contre cette idée des qualia comme épiphénomènes, c'est-à-dire des choses qui existeraient, mais ne serviraient à rien, un peu comme la fumée d'une locomotive qui n'aide pas à la faire avancer. Ouais. Son argument, qu'on appelle parfois son vérificationnisme, il est assez direct. Il dit, si quelque chose, comme ces qualia supposément inutiles, n'a
absolument aucun effet observable possible sur quoi que ce soit, alors dire que ça existe, ça n'a pas vraiment de sens. Pour lui, ce qu'on appelle les qualia, les propriétés qu'on leur attribue, ça a des effets sur ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et c'est ça qu'il faut expliquer. Il ne nie pas l'expérience, il la réinterprète. D'accord, donc pour résumer, la vision de Dennett, elle est exigeante. Il nous demande de laisser tomber l'idée d'une conscience comme une chose, une entité un peu magique, et de la voir plutôt comme un ensemble de processus complexes, distribués, très liés à notre capacité à raconter des histoires, à notre langage, notre culture. Une sorte d'interface utilisateur super sophistiquée, générée par le cerveau. C'est tout à fait ça. Pour lui, expliquer la conscience, ce n'est pas la garder précieusement dans son écrin de mystère, c'est la démonter, la désassembler, comprendre comment les pièces fonctionnent ensemble et la reconstruire sur des bases matérialistes. C'est vraiment un projet de naturalisation, de bout en bout. Et ça nous laisse avec une dernière question, peut-être, une réflexion pour nos auditeurs. Si le moi est une construction narrative, comme il le dit, et si notre sentiment de décider consciemment semble arriver après que le cerveau ait déjà commencé à agir, comme le suggèrent les travaux type Libé, ben, qu'est-ce que ça change à notre vécu quotidien du libre arbitre, de ce sentiment qu'on a d'être aux commandes? C'est exactement le genre de question fondamentale et un peu déstabilisante, oui, que l'approche de Dennett nous force à regarder en face. Voilà, une pensée profonde pour terminer notre discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis.